Bonjour à tous, bienvenue sur cette conférence organisée dans le cadre du Salon de l'Emploi Top Recrutement dédié aux ingénieurs et aux techniciens. Désolé pour le petit retard, on avait des intervenants qui avaient quelques soucis. Il y en a certains qui sont dans des régions avec de l'orage et du coup, la connexion ne cesse de s'interrompre. Donc, nous avons parmi nous, pour l'instant, nous avons nos 3 intervenantes qui sont revenues. Donc, bonjour. Donc, comme vous le voyez, c'est une conférence dédiée aux femmes. Nous avons appelé cette conférence Métiers techniques, les femmes qui font bouger les lignes, les ingénieurs et les techniciens. Donc, dans le cadre de ce salon organisé par le groupe InfoPro Digital et qui se tient jusqu'à ce soir, en ligne. Je précise aux candidats qui nous écoutent que vous pouvez poser des questions sur le côté. Il y a chat ou questions comme vous voulez. Vous utilisez ce qui vous semble le plus pertinent pour vous. Pourquoi une conférence pour les femmes, dédiée aux femmes? Parce que les femmes sont encore minoritaires, mais on voit bien quand même que les lignes bougent et que les femmes sont en train d'inverser la tendance et qu'on a de plus en plus de femmes qui vont devenir ingénieurs ou techniciens et prendre ces métiers que, à tort, enfin a priori, on pensait réservés aux hommes, qu'on a pu penser un temps réservés aux hommes à tort. Donc avec nous pour en parler sur ce plateau, Marie-Sophie Paulac, bonjour. Bonjour Nathalie, bonjour tout le monde. Bonjour. Vous êtes ingénieur de formation, vous avez un sacré parcours puisque vous avez quand même passé 17 ans dans l'industrie, notamment dans l'industrie auto. Vous avez ensuite travaillé dans des écoles d'ingénieurs, notamment aux relations internationales, aux relations industrielles. Vous avez aussi été présidente de la commission égalité femmes-hommes pour la conférence des grandes écoles de 2010 à 2016. Et surtout, depuis 2005, vous êtes présidente de l'association Elle Bouge, association dont l'objectif est de renforcer la mixité dans les entreprises des secteurs industriels et technologiques. Donc vous allez nous dresser un peu un panorama et on va voir avec vous, en quoi les lignes ont bougé à la fois dans le public et dans le privé, puisque nous avons 2 intervenants privés et publics. Vu que vous avez quelques soucis de connexion, si vous souhaitez couper la caméra, voilà, nos auditeurs sont prévenus de ces quelques difficultés techniques. Pour le moment, ça marche. Pour l'instant, ça marche, donc on va croiser les doigts. Capitaine Amandine, donc vous êtes une des marraines de l'association, hein, notamment. Donc vous militez pour la place des femmes dans les services techniques. Et donc vous êtes capitaine de corvette et officier mécanicienne dans la Marine nationale. Donc vous allez nous raconter votre parcours et vous nous parlerez de cette expérience et de la place des femmes dans l'armée. Et ensuite, nous avons avec nous Priscilla Leroux, pardon. Donc vous êtes technicienne chez Orano Démantèlement Service. Vous avez un métier très pointu dans le nucléaire et vous allez aussi nous parler de votre expérience et comment on est une femme technicienne dans cet univers quand même qui malgré tout reste assez masculin, même si Orano a une politique en faveur des femmes assez forte. Alors Marie-Sophie Paulac, je reviens vers vous pour que vous nous dressiez un petit peu un panorama de la situation. Je rappelle pour les quelques personnes qui viennent d'arriver dans la salle que vous êtes présidente de l'association Elle Bouge qui milite pour la place des femmes dans les métiers techniques. Vous avez créé cette association il y a 10 ans. Il y a 10 ans, pardon, il y a 15 ans, le temps passe beaucoup. En 2005, pourquoi c'était si dramatique que ça à l'époque? Enfin, il y avait vraiment une urgence. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer cette association il y a déjà un certain nombre d'années? Ah. On ne vous entend pas, Marie-Sophie. Allô, allô? Ah, bon. On ne vous entend pas du tout, en fait. Je crois, pour tout vous dire, Marie-Sophie est dans le Var actuellement et il y a des orages monstrueux, ce qui explique que ça ne fonctionne pas très très bien. Je vous propose, si vous voulez, puisqu'en fait Marie-Sophie devait nous dresser un panorama, donc on va faire peut-être le bilan de la situation après, et nous avions deux témoignages. Je vous propose qu'on commence par passer par les témoignages, le temps que notre service technique essaye de donner un petit coup de main à Marie-Sophie pour essayer de régler cette problématique technique.
Donc, capitaine Amandine, merci d'être là. Bon, apparemment, votre connexion a l'air de fonctionner. Comme je vous disais tout à l'heure, vous êtes capitaine de corvette. Votre titre, c'est officier sous contrat de spécialité énergie propulsion dans la marine nationale. Je cite. Alors, expliquez-nous, ça veut dire quoi concrètement? Vous faites quoi déjà? Alors, concrètement, je suis donc officier mécano. Voilà, je suis mécano. J'ai été recrutée avec un bac plus 5 et recrutée en tant que mécanicien. Et donc, mon travail a été d'une part sur les bateaux d'être chef de service dans les 3 services des mécaniciens, donc électricité, ce qu'on appelle flotteur avec la partie hydraulique, sécurité, combustible et la partie machine thermique. Donc tout ce qui est moteur, production d'air, de froid, d'eau, etc. Et ensuite, à nouveau sur les bateaux, donc on progresse et j'ai été ce qu'on appelle le commandant adjoint navire, donc le chef machine de 2 bateaux différents. Donc voilà, une grosse partie de ma carrière, c'était ça, c'est donc être responsable mécano d'un bateau, responsable logistique, responsable de la disponibilité du bateau. Mais aussi dans ma carrière, j'ai fait aussi de l'instruction. Donc, pilote de cours pour former la relève, hein, les jeunes officiers, les sous-officiers. J'ai été affectée aussi au bataillon des marins-pompiers de Marseille, qui est une entité de la Marine nationale. Donc là, j'ai été chef du service infrastructure. Donc, on a l'impression comme ça que c'est pas de la mécanique, mais en fait, l'état d'esprit du mécano, on le retrouve. Et là, depuis l'été dernier, je suis le chef de cabinet du directeur central du service de soutien de la flotte, qui est le service qui s'occupe de l'entretien des bateaux. Donc, je suis à Paris, mais j'apporte toutes mes connaissances et mes compétences de mécano pour l'aider dans son travail. Voilà. Et alors, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre parcours, votre formation et ensuite comment vous... J'imagine que déjà dès la formation, il n'y avait peut-être pas beaucoup de femmes à l'époque. À l'époque et aujourd'hui encore, peut-être. Moi, j'ai une formation civile, donc j'ai un bac plus 5. J'ai fait en prépa, j'ai fait PCSI, donc physique-chimie à La Martinière-Montplaisir à Lyon. Ensuite, je suis allée faire l'École nationale supérieure de mécanique et de microtechnique à Besançon, donc ce qu'on appelle MEME chez les ingénieurs. J'ai travaillé 2 ans en Italie comme ingénieur de recherche. Donc déjà là, toute cette période, c'est vrai que c'était pas un domaine très très féminin. Et en fait, depuis très longtemps, j'avais la vocation de rentrer dans l'armée pour servir mon pays, rentrer dans la marine pour voyager, et puis après, ça a été devenir mécano parce que c'était ça. Donc j'y connaissais rien, et c'est dans un centre de recrutement qu'on m'a bien orientée. Et donc là, en effet, j'ai découvert le monde militaire, le monde des bateaux, le monde des mécanos, qui n'est pas très féminisé. Donc, on a 10 à 15% de femmes, mais qui m'a accueilli à bras ouverts. D'accord. Donc, vous êtes officier mécano. C'est pas trop dur, en fait, de se retrouver officier mécano au milieu d'hommes, en fait, d'être une femme au milieu d'hommes dans l'armée, mais enfin, bon, de manière générale. Alors, je vais parler. Manager des gens. Pardon? Surtout que vous managez, surtout qu'en plus vous avez une fonction de management, donc c'est encore une autre dimension. Alors est-ce que oui, j'avais certainement un petit peu d'appréhension, mais j'ai jamais été, j'ai toujours croisé de la bienveillance en fait dans mes différentes affectations, de la part de mes supérieurs, de mes subordonnés ou de mes pairs, qui d'ailleurs en majorité étaient des hommes. Donc j'ai jamais eu cette problématique. Du moins, ça ne s'est jamais posé. La question ne s'est jamais posée de savoir comment j'allais m'en sortir en tant que jeune femme dans ce milieu. Donc, étant donné que la question ne s'est jamais posée, j'ai jamais pu apercevoir de difficultés. Voilà. Et moi-même. Et le management. Alors, oui, moi-même. En fait, d'être manager, de manager des hommes. En tant que chef, j'ai jamais eu non plus de problème. Je veux dire, je pense que je n'en aurais jamais eu. Non, j'ai pas eu de difficulté. Alors déjà, d'une part parce que je suis dans un milieu militaire, donc il y a un système hiérarchique qui existe. Donc avant tout, vous êtes le chef. Ensuite, parce que, a priori, les retours que j'en ai eus, c'est que ma manière de diriger était, en tout cas, convenait. Et d'ailleurs, c'est des conseils que je pourrais donner par la suite aux jeunes femmes ou jeunes garçons qui veulent rentrer dans l'armée.
Et ensuite, il faut savoir que, bon, j'ai managé, mais j'ai aussi commandé. Donc, il y a une autre posture qui se met en place dans le système militaire, qui est la posture du commandement, qui est quelque chose qui se gagne, ça se mérite. Voilà, donc il y a tout un travail, il y a toute une relation de confiance qui s'établit, qui fait qu'ensuite, on devient le chef des hommes, des femmes, en fait, traités de manière totalement identique. Est-ce qu'il y a de plus en plus de femmes dans l'armée, en tout cas dans la marine nationale, ce que vous connaissez, à ces postes techniques, que ce soit ingénieur ou technicien, enfin les métiers techniques en général? Alors oui, il y en a plus. En tout cas, chez les femmes mécanos, officiers mécanos comme moi, donc on reste à 10-15%. Hein. Pour l'instant, ça n'augmente ou ça augmente pas très très vite, mais il y en a. J'en ai toujours connu autant. J'ai des copines mécanos. On discute de nos problématiques de bateau et de nos potins mécaniques ensemble. En sous-off, pareil, j'en vois de plus en plus. Que ce soit d'ailleurs dans tous les métiers embarqués, tous les métiers de bateau, je vois de plus en plus de jeunes femmes ou pas de femmes dans l'absolu, parce que j'ai déjà navigué avec des femmes qui avaient 45-50 ans, hein, voilà. Donc il y en a pas, on n'est pas une majorité, mais il y a les 10-15% et ça tend à augmenter doucement. Je crois qu'aujourd'hui, vous êtes officier référent pour une jeune femme, c'est ça? Enfin, c'est aussi cette transmission. C'est ça. Donc, alors ça, c'est quelque chose qui s'est fait naturellement. Ce n'est pas dans un cadre particulier. J'ai été donc pilote de cours, instructeur pour des jeunes officiers. Et j'ai fait 1 an à Pétrole et Moteurs, donc IFP School à Rueil-Malmaison, dans le cadre de ma carrière. Et donc là, il y a une des jeunes officiers que j'ai encadré, qui était dans mon groupe d'instruction dans la marine. Et donc, elle m'a demandé d'être son officier référent pendant son année à Pétrole et Moteurs, donc ce que j'ai accepté volontiers. Et donc, en fait, on va dire que je l'aide un petit peu dans ses choix professionnels à venir, même dans sa scolarité. Je lui donne quelques conseils. Et d'ailleurs, l'année prochaine, il y a une autre jeune femme officier de marine qui va suivre la même formation, et elle m'a demandé d'être son officier référent, donc je vais l'être aussi. De même, je suis un petit peu le mentor, entre guillemets, d'un jeune garçon que j'ai connu quand il avait 16 ans en bac pro, que je continue à suivre et que je conseille, voilà, pour sa carrière militaire. Alors, vous faites partie de l'association Elle Bouge. D'ailleurs, je vois que Marie-Sophie est revenue parmi nous. Donc, on repassera avec vous tout à l'heure. Donc, vous faites partie de cette association qui milite qui défend en tout cas la place des femmes et qui milite pour qu'il y ait de plus en plus de femmes. Quels conseils vous donnez, vu que vous en donnez déjà au quotidien, mais quels conseils vous pouvez donner aux femmes qui nous écoutent? Il y a peut-être d'ailleurs aussi des hommes, quels conseils vous donnez en tout cas à une jeune femme qui voudrait devenir technicienne, ingénieure, enfin voilà. Alors, dans un milieu masculin quand même. Oui, alors, ce sont des conseils. Est-ce que c'est pour devenir technicien, ingénieur, un poste d'encadrement, un poste de militaire? En fait, il y a quelques qualités qui sont, que moi je trouve importantes, au-delà de la connaissance technique, parce que de toute façon, on va l'avoir à travers notre formation. Alors, en tant que militaire, moi je pense qu'il faut déjà être loyal vis-à-vis de ses supérieurs, de ses pairs et de ses subordonnés. C'est-à-dire, on ne va jamais dénigrer quelqu'un. Hein. On va dans le sens de ses chefs parce que ça fait partie aussi. Là, je parle d'un milieu militaire. On ne va pas tirer dans le dos d'un adjoint ou d'un père. Il faut tenir ses engagements. Voilà, parce que quand on travaille et qu'en particulier on a un poste à responsabilité, il faut être crédible. Donc, on tient ses engagements, que ce soit dans des échéances de travail, la qualité rendue. Il faut courageux, donc assumer ses décisions. Quand on est en poste comme moi, de commandement, on assume ses décisions. On sait recadrer, on sait reconnaître quand on a fait une erreur. Donc tout ça, c'est vraiment c'est du courage pur, quoi. Il faut un peu se prendre un peu par la main pour y aller. Et tout ça, en fait, ça vous permet d'être une personne de confiance. Donc si vous voulez être une personne de confiance, au-delà de vos qualités techniques, il y a des qualités personnelles, je pense, qui sont importantes. Et ensuite, ça, je pense que c'est quelque chose qu'on peut voir un peu partout. Même moi, quand j'étais un jeune ingénieur, il y a une qualité qu'on recherche chez les jeunes gens, les jeunes ingénieurs, les jeunes femmes, tout le monde, voilà, dans le cadre d'une équipe, c'est être un facilitateur, c'est être une personne qui apporte quelque chose de positif dans une équipe.
Et une des manières les plus faciles de le faire, c'est de répondre toujours, au lieu de répondre non car, voilà, répondre oui mais. Voilà, moi, ça a été un leitmotiv, c'est oui mais. Donc voilà, on part d'une posture positive et grâce à ça, en fait, on peut que apporter une posture positive de travail qui va faciliter tout ça. Et enfin, mon dernier conseil j'ai déjà dit à plein de jeunes femmes que j'ai rencontrées dans le cadre des rencontres Elles bougent. Faut pas brider ses ambitions. Faut se donner les moyens de réussir. Donc avoir le goût de l'effort. Faut jamais brider ses ambitions. Et ma maxime, c'est cure non, qui est la devise du Marquis de Lafayette. Ça veut dire pourquoi pas. Donc à chaque fois que je me suis mis un projet où je me disais tiens, est-ce que je vais pouvoir faire ça, je me suis toujours dit pourquoi pas. Et puis après, on verra. Voilà. Vous avez du succès, oui, mais plutôt que non, c'est top. C'est Marie-Sophie qui approuve pleinement votre remarque. Donc, en tant que jeune femme, si je comprends bien, il faut encore plus, dans ces métiers-là, il faut oser, vous le dites aux hommes, mais vous le dites encore plus aux femmes, quoi, finalement. Ah oui, je dis aux femmes, il faut y aller. En revanche, si vous vous engagez sur quelque chose, faut tenir ses engagements. Il n'est pas question de dire non, finalement, voilà. Donc finalement, il n'y a pas grande différence homme-femme, mais il faut avoir un petit peu le petit plus qui va dire moi j'y vais, je vais aller jusqu'au bout de ma route en fait. Faut être crédible. Oui. Merci pour ce joli témoignage. Je précise à nos auditeurs que si vous souhaitez poser des questions, n'hésitez pas, vous pouvez les poser en chat questions, on y répond soit en même temps, soit après. Et deuxième précision, les confs sont toutes les conférences sont en replay. Donc s'il y en a qui veulent les revoir, comme le nom l'indique, en replay, ce sera possible dans les jours à venir. Donc je reviens vers vous, Marie-Sophie, puisqu'apparemment le problème est réglé. Vous pouvez mettre la caméra. Si on voit qu'il y a le moins de soucis, n'hésitez pas à la couper. Tout le monde vous a vu. Donc, l'essentiel, c'est qu'ensuite, on vous entende. Donc, comme je disais, vous êtes présidente de l'association Elles bougent, qui milite pour la place des femmes dans les métiers techniques. Pourquoi vous avez créé cette association? Donc, elle date de 2005. Pourquoi cette association? C'était vraiment un point d'achoppement à l'époque. Enfin, il y avait vraiment très peu de femmes. Dites-nous un peu ce qu'il en est. En fait, dans les secteurs industriels, techniques, scientifiques, que sont l'automobile, l'aéronautique, le spatial, la défense, l'énergie, la construction, sont des secteurs qui historiquement ont été très masculins. Et par moments, l'énergie aussi, enfin tous ces secteurs-là, je ne vais pas dire… Ah, ça y est, on vous repère. Attention, Marie-Sophie, il y a votre micro qui est éteint, apparemment. Vous avez touché un petit bouchon. Voilà, c'est bon. Oui, en fait, je ne l'ai pas mis. C'était pour ça que ça ne marchait pas. Donc, je disais oui. Je recommence. Absolument. Historiquement, les secteurs comme l'automobile, l'aéronautique, le spatial, la défense, le ferroviaire, le maritime, l'énergie, la construction, le numérique évidemment, mais historiquement au siècle dernier, ces secteurs étaient incarnés par des hommes et avec des effectifs essentiellement masculins, et ça de longue tradition et quel que soit le niveau. Et il s'est ouvert beaucoup plus récemment avec le travail des femmes, dans les années 70-80. Par contre, le déficit est resté très important, et donc en 2005, ça n'avait pas beaucoup bougé depuis des années. Il y avait beaucoup moins de femmes qui étaient diplômées ingénieurs également. Et donc, j'ai eu affaire à des DRH de grandes entreprises du CAC 40 qui, dans le cadre de mon travail, je travaillais dans une école d'ingénieurs, m'ont dit, voilà, on souhaite recruter davantage de femmes. Moi, je demandais quels sont les profils d'ingénieurs que vous allez recruter dans les années à venir et quels sont les volumes. Et la réponse a été… Pour les profils en termes de genre, on veut recruter davantage de personnel féminin dans nos équipes techniques et scientifiques. Pourquoi ils m'ont dit ça? Parce que j'avais affaire à des personnes, ressources humaines, que des hommes. Dans le CAC 40, les vice-présidents RH sont souvent des hommes, qui étaient intimement convaincus des atouts de la mixité. Donc, ce n'était pas pour dire, voilà, on a tant de pourcents, etc. Mais c'était parce que
il y avait cette étude McKinsey qui était arrivée qui expliquait que la performance des entreprises, la performance financière était meilleure avec davantage de mixité dans la gouvernance. Et puis, il y a évidemment les atouts évidents de la diversité, hein, pas simplement diversité de genre, toutes les diversités pour l'innovation, pour le climat social, pour l'ambiance, pour la complémentarité dans les équipes. Et donc, toutes ces bonnes choses faisaient que ces personnes m'ont posé cette question, que j'ai fait un petit en retour en arrière sur ma carrière, sur moi-même, sur comment je me suis intéressée, par exemple, à l'automobile. Et en fait, je m'y suis intéressée qu'une fois que j'étais dedans. Je me suis découvert que c'était passionnant, mais ce n'était pas ce qu'on était venu m'y chercher. Et je me suis dit, voilà, le problème n'est pas dans les écoles d'ingénieurs, il est en amont au moment de l'orientation. Les entreprises pourront recruter davantage de femmes dans leurs équipes techniques et scientifiques quand les établissements d'enseignement supérieur en formeront davantage. Et pour qu'elles en forment davantage, il faut qu'elles se dirigent davantage, puisqu'on avait ce paradoxe qu'en France, et c'est encore le cas, dans la terminale scientifique, on a une parité quasi totale, 48% de filles, 52% de garçons, plus ou moins, qu'elles ont absolument le même cerveau que leurs camarades garçons, qu'elles réussissent un peu mieux au bac avec davantage de mentions, mais que à bac+1, elles sont 4 à 5 fois moins nombreuses que les hommes à aller vers ces filières. Donc, vous me demandez pourquoi j'ai créé ça, pour répondre à un besoin des industriels, un besoin véritable avec des personnes convaincues des atouts de la mixité. Et derrière, ça a été effectivement tout ce cheminement pendant 15 ans pour arriver à une association maintenant qui a une assise nationale très importante avec 23 délégations régionales, des membres entreprises et établissements d'enseignement supérieur au nombre de 250, et puis des marraines comme vous, Amandine, et des relais qui peuvent être des hommes également, qui sont au nombre de 8000 et qui sont en poste chez nos partenaires et qui témoignent lors d'événements que l'on crée de toutes pièces, soit chez nos partenaires, soit à l'occasion de salons ou de journées mondiales de l'environnement, où on fait Elle bouge pour la défense, où on fait La passion à portée d'elle, on va faire les ailes de l'océan, donc là le maritime va être à l'honneur le 8 juin, c'est la journée mondiale des océans. Et donc là, on fait tous ces événements pour casser les stéréotypes induits dans la tête des jeunes filles quand elles s'orientent. Stéréotypes ou tout simplement absence totale d'informations sur c'est quoi ingénieur, c'est pas du tout intuitif. Pour aussi casser ces stéréotypes et mettre en lumière ces métiers et ces secteurs auprès des prescripteurs, les premiers prescripteurs étant les parents, les professeurs également, voilà, tout l'écosystème autour de la personne qui va s'orienter peut être pris des mêmes stéréotypes. On est tous encore victimes de stéréotypes de genre, hein, ou là de stéréotypes sur l'industrie. Voilà. Donc finalement, vous leur dites la même chose que Amandine, c'est oser, quoi. Enfin, le message, c'est quand même le message pour les jeunes filles, c'est ne vous privez pas de carrière par manque d'informations. Bon, là, moi, je plaide pour les secteurs industriels, techniques, numériques, de la tech, parce que ce sont des métiers, des secteurs extrêmement porteurs, ce sont des secteurs de croissance. On manque d'ingénieurs et de techniciennes et de techniciens en France. Et donc, c'est une employabilité totale à la sortie du diplôme. Et c'est en plus des emplois qui sont rémunérés très correctement. Donc, derrière, pour les femmes, ça fait partie, je dirais, de la base de l'égalité entre les hommes et les femmes et de l'égalité professionnelle. C'est l'indépendance financière des femmes par l'orientation dans des métiers et des secteurs de croissance qui emploient, et bien surtout, et là, nos marraines sont là pour en témoigner, qui sont des secteurs aussi de passion. C'est-à-dire que vous avez des femmes, quand elles viennent expliquer ce qu'elles font, on l'a vu avec commandant Amandine, qui adorent leur job, on ne les force pas à venir témoigner, et elles expliquent le parcours qu'elles ont fait. Elles viennent aussi expliquer que c'est pas si compliqué de faire une école d'ingénieur, ou qu'il y a plein de passerelles. On peut commencer par un BTS ou un DUT et ensuite rejoindre une école d'ingénieur, ou que voilà, il y a besoin de techniciens dans telle branche, qu'on peut faire une licence et un master. Enfin, voilà, il y a toutes ces différentes voies, l'apprentissage aussi, bien sûr, pour arriver à faire les métiers qu'elles vont incarner et qu'elles vont surtout expliquer aux plus jeunes.
Et donc, elles vont aussi dédramatiser l'éventuelle autocensure, la fameuse autocensure féminine qu'ont les femmes pendant très longtemps, et des jeunes filles encore plus, qui vont se dire je suis pas sûre, je vais pas oser, je vais pas le faire, alors que voilà, il faut absolument, je reprends le message d'Amandine, il faut oser et ne pas se priver d'orientation porteuse par manque d'information. Après, une fois qu'on a pris l'information, et c'est ça la difficulté, mais une fois qu'on a appris, on peut en connaissance de cause dire non, finalement ça m'intéresse pas, ou ouais, finalement ça me tente pas mal, j'aimerais bien faire comme elle ou comme elle. Et nous, c'est ce qu'on fait, on suscite chaque année beaucoup de vocations féminines grâce à nos marraines que je remercie. Elles sont très précieuses par leur témoignage. Et quelle est la situation aujourd'hui? Est-ce que les choses ont évolué? Est-ce que c'est mieux? Quel est l'état des lieux en quelques mots? Oui, alors, clairement, moi j'ai le recul depuis 2005, parce que, enfin, j'ai même le recul depuis que j'ai commencé ma carrière en 1984, donc ça fait un certain temps, mais je me suis plus penchée sur ces questions d'égalité femmes-hommes, effectivement, quand j'ai créé l'association Elle Bouge en 2005. Avant, je n'étais pas du tout à me questionner sur ces sujets, et je ne voyais pas les différences, ou je ne voulais pas les voir, ou je les acceptais. Mais donc, en 15 ans, d'abord, le sujet est un sujet d'importance. Preuve en est, vous en faites une conférence à votre salon, et je vous en remercie. Ça n'aurait pas été le cas il y a 15 ans. C'était difficile d'aborder ces sujets parce que par beaucoup de gens, y compris des amis, ou voilà, si vous parliez de ça, vous étiez tout de suite considéré comme une femme militante quasi hystérique à vouloir prendre la place des hommes, alors que pas du tout. On veut simplement avoir les mêmes possibilités que les hommes et partager ces possibilités, avoir de l'ambition comme eux. Et donc, c'est un partage et pas une prise de pas une prise de pouvoir, ça c'est clair, c'est pas un combat non plus. Mais c'était difficile à faire expliquer, les mentalités n'étaient pas prêtes en 2005. Tout a changé à partir du moment où il y a eu la loi Copé-Zimmermann en 2009 qui a mis un quota du sexe le moins représenté, très intelligemment formulé, du sexe le moins représenté dans les conseils d'administration des grandes entreprises, à mettre en place à 40% à un horizon de 7 ans. Et puis ensuite, un ministère de plein droit des droits des femmes avec la venue de Madame Najat Vallaud-Belkacem, et qui a largement contribué à élargir le débat et à le vulgariser, et à pouvoir en parler sans qu'effectivement ça soit vu un petit peu de travers sur le sujet. Donc la question est totalement légitime. Les inégalités encore existantes sont clairement posées, et la plupart des entreprises, la quasi-majorité, 95 ou 98%, font des efforts, et notamment tous nos membres, tous les membres actifs de l'association Elle Bouge, et ces entreprises et les établissements d'enseignement supérieur font des efforts pour recruter davantage de femmes, soit dans leurs effectifs de formation, soit dans leurs effectifs dans les entreprises. Et justement, les entreprises de plus de 50 salariés ont désormais l'obligation de publier tous les ans l'index de l'égalité professionnelle. Est-ce que ça a vraiment été un plus? Et qu'est-ce qu'elles font concrètement, les entreprises? Vous disiez qu'elles essayaient de faire avancer les choses, mais qu'est-ce qu'elles font? Alors, pour revenir à l'index d'égalité professionnelle là, qui a été mis en place par Muriel Pénicaud il y a 2 ans, me semble-t-il, ça a clairement donné un très gros coup d'accélérateur sur le côté égalité. Même si toutes les entreprises étaient dotées de personnes en charge de la responsabilité sociétale des entreprises ou de l'égalité professionnelle, il y avait des plans égalité qui étaient faits, mais qui n'étaient pas toujours mis en place. Et donc, avec cet index, il y a derrière des sanctions à venir si on ne s'améliore pas chaque année et qu'on n'atteint pas un certain seuil. Un plancher, voilà, qui est de 80 sur 100, je crois, ou 85, je ne sais plus. Et donc, ça, du coup, c'est mesuré de façon très claire avec la mixité dans les effectifs, avec les promotions chaque année. Il y a tout un tas de choses qui sont passées en revue et qui permettent déjà à l'entreprise de faire leur propre
audit, on va dire, en termes d'égalité professionnelle, et de leur montrer, de mettre des indicateurs en place. C'est pour avancer, il faut savoir d'où on part et où on va, et de savoir sur quelle pédale ils doivent appuyer pour s'améliorer. En général, plusieurs. Nous, l'association Elle Bouge, depuis que cet index a été mis en place, on est en croissance permanente depuis 2005, en nombre de partenaires qu'on ne va pas solliciter. Hein. On est sollicité par les entreprises, et depuis qu'il y a cet index égalité, c'est tous les jours, quasiment, on a une demande pour rentrer dans l'association. Donc oui, l'index a changé les choses. Et après, qu'est-ce qui a changé quelles sont les mesures? C'était ça votre question. Il y a beaucoup de mesures qui sont mises en place. Amandine a fait référence au mentorat. Le mentorat, notamment pour les jeunes recrues, jeunes embauchés, mais spécifiquement les femmes, sont souvent mentorées en premier lieu par des mentors de l'entreprise qui peuvent être des hommes ou des femmes et qui vont leur donner les codes pour avancer, pour casser le j'ose pas ou pour casser je sais pas comment faire pour monter, etc. Donc, le mentorat, c'est vraiment effectivement une clé. C'est une complicité qui s'installe entre le mentor et le mentoré, et la mentorée, comme on dit au féminin. Et donc, ça, c'est une des choses. Après, il y a aussi tout ce qui est égalité salariale, parce que c'est un gros point dans l'index égalité. Et donc là, les plus grosses entreprises ont mis en place des enveloppes de rattrapage au moment des augmentations. Ils ont des enveloppes spécifiques pour rattraper des personnes qui seraient en situation d'inégalité professionnelle par rapport à un ou une collègue, alors que les compétences, l'ancienneté, etc., est la même. Donc, les inégalités injustes sont rattrapées grâce à une enveloppe spécifique. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a beaucoup de coaching aussi. On va peut-être pas toutes les citer, parce qu'en plus, je voudrais qu'on garde du temps pour Priscilla. Oui, donc même si on peut un petit peu dépasser, mais le mentorat, à moins qu'il y en ait vraiment une essentielle, quoi, mais on a bien compris que l'index de l'égalité un élément essentiel. Désolée, parce qu'on a perdu un peu de temps avec la technique et je voudrais quand même qu'on ait le temps pour que Priscilla s'exprime. On peut dépasser un tout petit peu quand même, de quelques minutes, donc ne vous sentez pas stressée, Priscilla Leroux. Donc, vous êtes technicienne de maintenance chez Orano, démantèlement service. Vous intervenez en mécanique, électronique, électrotechnique, automatisme. Orano, vous l'expliquerez peut-être mieux que moi, mais vous êtes leader, enfin l'entreprise est leader du cycle du combustible nucléaire et vous travaillez dans un secteur quand même qui est extrêmement pointu, le nucléaire, le démantèlement. C'est quoi votre métier, technicien de maintenance chez Orano, démantèlement service? Ça consiste en quoi votre travail? Alors, comme vous disiez très bien, en fait, on intervient en tant que mécanicien. Enfin, moi, j'interviens en tant que mécanicienne, en tant qu'électricienne, en tant qu'électrotechnicienne, automaticien aussi. Donc, tout ce qui est contrôle-commande. Donc, en fait, on intervient sur différents équipements partout sur le site, que ce soit du côté démantèlement. Donc, comme je pourrais l'expliquer, en fait, le démantèlement, c'est des bâtiments qui ont servi à justement retraiter le combustible usé, puisque c'est ce que Orano fait sur le site de La Hague. Et en fait, nous, on fait en sorte que les équipements restent en bon fonctionnement pour continuer à effectuer la production. Et aussi le démantèlement. Donc voilà, Orano, c'est une grosse entreprise, quoi, leader, mondial. Oui, je crois que j'avais eu quelques chiffres, 1000 recrutements en CDI annuels, 550 alternances, 500 CDD, postes ouverts aux hommes et aux femmes. Enfin, donc c'est quand même, on est sur une grosse structure. Tout à fait, oui, on est à peu près, Orano, on est à peu près 17 000 dans le monde, voilà, tout à fait, et dont 14 000 en France. Alors vous avez un parcours un peu atypique parce qu'on a l'impression, vous m'aviez un petit peu raconté en préparant cette conférence, vous n'étiez pas vraiment destiné à devenir technicienne en maintenance dans le nucléaire, si j'ai bien compris. Racontez-nous un petit peu comment vous avez basculé dans cet univers finalement très très masculin quand même. Oui, tout à fait, tout à fait. Moi, j'étais plutôt prédestinée à être, en fait, quand j'étais petite, je voulais être infirmière anesthésiste, donc j'ai fait un bac scientifique. J'ai travaillé un petit peu en milieu hospitalier et je me suis aperçue que, en fait, ce milieu-là n'était pas du tout pour moi. Point de vue sentimental, je m'attache assez vite aux gens. Donc, du coup, je me suis dit, que faire pour ne pas s'attacher? Donc, il faut travailler sur des machines plutôt que sur des gens. Donc, voilà, j'ai travaillé pendant 7 ans dans une laverie pour légumes. Donc, j'étais manutentionnaire. J'ai eu mes 2 enfants entre-temps. Et puis,
pendant ce temps-là, j'ai réfléchi à comment faire pour arriver à travailler, faire de la mécanique, mais pas humaine, mais machine. Donc je me suis dit: «Il y a le milieu du nucléaire qui ressemble un petit peu au milieu hospitalier dans le sens où on travaille avec des protocoles, là, il faut que la sécurité prime, la sûreté, il faut de la qualité». Donc voilà, c'est un petit peu un milieu qui ressemble beaucoup au milieu hospitalier. Et donc je me suis dit: «Eh ben voilà, il faut que je fasse de la maintenance dans le milieu du nucléaire». Donc je suis retournée à l'école à 28 ans, j'ai fait un bac environnement nucléaire en alternance avec la même entreprise, pour un ODS. Et ensuite, j'ai continué sur un DUT génie industriel et maintenance parce que voilà, je voulais, par la suite, faire du management. Voilà, diriger des équipes. J'imagine qu'il y avait moins de femmes dans ce DUT que quand vous étiez infirmière, étudiante infirmière, non? Ah oui, tout à fait, infirmière, il y avait pratiquement que des femmes, il devait y avoir 2 ou 3 hommes. En DUT, on était 2 femmes sur 18 qu'on était. Donc il y avait quand même quelques stéréotypes qui perdurent, hein. Voilà, tout à fait. Bah, je pense qu'après je pense que pour moi, c'est de la méconnaissance en fait, du point de vue des jeunes filles, qui a possibilité de faire ces métiers-là. C'est pas parce qu'on est une femme qu'on peut pas faire, voilà, de la maintenance, de la mécanique, voilà, de l'électricité, quoi. Il faut juste qu'on qu'on ait un intérêt et puis aimer ça, quoi. Je rebondis sur ce que vous dites, puisque le slogan pardon, du groupe, c'est enfin un des slogans, chez Orano, les métiers industriels s'accordent au féminin pluriel. Très bien, c'est un slogan, on veut bien le prendre, mais est-ce qu'au quotidien, sur le terrain, être une femme au milieu d'hommes, c'est pas trop compliqué, puisque vous travaillez à La Hague, on a oublié de le préciser, vous êtes quand même plutôt au milieu d'hommes, en plus vous avez aussi comme Amandine, des fonctions de manager, je crois. Comment ça se passe au quotidien? Eh ben, écoutez, moi, j'ai envie de vous dire, j'ai jamais eu aucun souci, ça se passe très bien. Parce que voilà, comme disait Amandine, en fait, il faut s'imposer, il faut montrer notre caractère, notre façon d'être et notre façon de réfléchir. Et après, les gens, bah, ils nous acceptent naturellement, en fait, et puis ça se passe très bien. Moi, je travaille qu'avec des hommes parce que dans mon service, en fait, la maintenance, donc je suis la seule femme intervenante sur le terrain avec une alternante qui est avec nous. Mais bon, bah, elle n'est pas là à 100 du temps. Mais voilà, ça se passe très bien. Je trouve que la mentalité masculine a beaucoup évolué, a beaucoup changé et on est de plus en plus accepté dans le monde qui pourrait être plus masculin. Et Orano recrute quand même de plus en plus de femmes. Vous voyez quand même apparaître un petit peu, pas forcément dans votre service, mais de manière générale dans l'entreprise. Je crois qu'on avait vu un chiffre, là, 25% des femmes dans les recrutements, vous les voyez sur le terrain, que les choses, du coup, ça fait aussi changer les choses, l'arrivée petit à petit de ces… Ah oui, tout à fait, on en voit vraiment de plus en plus dans les services. Quand je suis arrivée, par exemple, il y avait un service sur un bâtiment où Orano DS est opérateur industriel et il y avait aucune femme et aujourd'hui, ils sont 4 femmes dans le service, quoi, en tant qu'agent d'intervention. Chose qu'il y avait pas, parce que moi j'ai commencé ici il y a 8 ans maintenant et voilà, donc c'est vrai qu'on commence à être de plus en plus présente sur Et le site de La Hague. est-ce qu'il y a vraiment, Marie-Sophie parlait des entreprises qui essayaient de faire évoluer les choses. Est-ce que vous avez le sentiment que vous, dans votre entreprise, il y a quand même un mouvement vers plus d'égalité, en tout cas des efforts de la part d'Orano pour essayer d'être plus dans la mixité, tout simplement, et d'apporter cette plus-value dont parlait Marie-Sophie tout à l'heure? Ah oui, tout à fait. Je pense qu'il y a maintenant des ouvertures d'esprit différentes qui font que voilà, la femme a pour moi plus de chances de réussir dans le domaine du nucléaire, dans notre milieu, quoi. Et alors vous êtes, on a des auditeurs, des auditrices qui nous écoutent. Peut-être que certaines ont envie de faire comme vous. Qu'est-ce que vous leur donneriez, qu'est-ce que vous lui donneriez, vous, avec votre expérience, comme conseil pour demain devenir technicienne, pas forcément dans le nucléaire, mais en tout cas dans un univers industriel qui est quand même a priori un petit peu plus masculin encore, même si ça change. Oui. Alors pour moi déjà, voilà, il faut savoir ce qu'on veut faire. Une fois qu'on sait ce qu'on veut faire, il faut se donner les moyens de le faire et il faut surtout persévérer et quand on persévère, on y arrive. C'est ce que j'ai Très fait et bien. voilà, j'ai Osons, réussi. persévérons et osons, j'ai bien compris Voilà, c'est le ça. Il faut message. oser, voilà, il faut pas se mettre des barrières. Toute femme, OK. après, même s'il y a des difficultés dans les interventions, par exemple, comme moi, voilà, nous, on reste des femmes, donc on reste peut-être un petit peu moins fortes que des hommes. On arrive toujours à trouver des solutions ou des techniques pour réussir à faire notre activité et à le faire bien.
Ouais, très bien. Merci en tout cas. Merci à toutes les trois pour ces témoignages. Vous avez le site de Elle Bouge, Marie-Sophie, là. Vous l'avez elbouge.com. Il est écrit sur le côté. N'hésitez pas à aller voir. Donc, nous avions avec nous Marine Nationale aussi. Je sais qu'il y a un certain nombre de vidéos qui ont été faites, notamment par des youtubeurs, enfin voilà, qui expliquent un petit peu les métiers que vous pouvez trouver avec des femmes ou des hommes, hein, parce qu'il y a peut-être des hommes qui nous écoutent. Orano aussi, on peut facilement aller voir ce que vous faites, qui vous recrutez, comment. Donc n'hésitez pas, en tout cas, mesdames qui nous écoutez, messieurs, embauchez des femmes de plus en plus. Et merci à vous. Je rappelle que les conférences sont disponibles en replay pour qui le souhaite. Pardon. Merci à vous et bonne journée à tous et toutes. Merci, au revoir. Au revoir.